Alors que chaque criminel condamné à mort était exécuté de manière différente selon le crime qu'il a commis, à la Révolution française, ce sera la même pour tout le monde, grâce à l'invention du docteur Guillotin. Bon, ça commence bien parce qu'en fait la guillotine n'a pas été inventée par le docteur Guillotin, c'est lui qui l'a proposée à l'Assemblée nationale et qui va faire en sorte qu'elle soit adoptée, mais le concepteur est le docteur Antoine Louis. Voilà, désolé pour cette petite erreur. La guillotine. L'objectif, c'est de ne plus séparer les nobles des paysans et aussi être dans le respect de la dignité humaine puisque c'est une méthode rapide. D'ailleurs, en parlant de dignité, la question préparatoire est interdite par Louis XVI en 1780 et c'était une méthode de torture pour obtenir des aveux. Et même au-delà de cette question préparatoire, toute forme de torture sera interdite dès 1789. La première exécution par la guillotine a lieu en 1792 et la dernière en 1977, quelques années avant l'abolition de la peine de mort en 1981. Mais pourtant, entre 1793 et 1794, il y aura de nombreux massacres à Vendée dans le contexte de la guerre de Vendée. Je ne vous refais pas un topo complet sur la Révolution française, vous savez que c'est une période importante pour le droit des Français, mais c'est également une période très trouble où de nombreux massacres auront lieu. Vous connaissez forcément la terreur instaurée par Robespierre. Alors pour ce dernier, la terreur n'est rien d'autre que la justice de manière sévère et inflexible. À ce moment, on parle aussi d'exécutions même pas basées sur des preuves, mais sur de simples soupçons. Le résultat de la terreur, c'est entre 35 et 40 000 personnes exécutées, en seulement 2 ans, entre septembre 1792 et le 28 juillet 1794, le jour de l'exécution de Maximilien de Robespierre. Mais ce chiffre n'inclut pas les répressions faites en Vendée avec les colonnes infernales, et sinon parmi les grandes phases d'exécution massive, nous pouvons nommer évidemment les massacres de Vendée qui se déroulent à Nantes, donc pas en Vendée du coup, et qui sont séparés entre les fusillades et les noyades de Nantes. Alors, petit point sur la situation à l'Ouest au début de la Révolution française. L'Ouest est d'abord favorable à la Révolution, mais ça commence à changer en 1790 lorsque Louis XVI signe un document appelé la Constitution civile du clergé. Ce document vise à modifier la gestion des prêtres en France. Avant ce document, les prêtres sont nommés directement par le pape, Pie VI, au moment des faits. Mais ce document change un peu cette méthode, notamment les prêtres doivent être élus par les citoyens de France et en fait deviennent des fonctionnaires de l'État. Cela ne plaît absolument pas au pape. Bah oui, l'Église est tellement puissante à l'époque que nommer les prêtres, c'est contrôler la religion du pays. Et du coup, le clergé français est séparé en deux. D'un côté, nous avons les prêtres qui vont prêter serment à la Constitution, on les appelle les prêtres jureurs, et de l'autre, ceux qui vont rester fidèles au pape, on va les appeler les prêtres réfractaires. Et si nous regardons cette carte, nous pouvons voir effectivement que dans l'Ouest, il y a très peu de prêtres jureurs. Ça divise également la population parce qu'elle commence à avoir peur de l'influence du gouvernement sur l'Église et donc sur la vie de l'au-delà en fait. Mais même s'il y a une première opposition, ce n'est pas le déclenchement du conflit. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est lorsque la République souhaite lever 300 000 hommes pour renforcer l'effectif de l'armée. En gros, une levée d'hommes, c'est l'État qui demande aux différentes régions de fournir des hommes entre 18 et 30 ans, des volontaires, veufs ou célibataires, en plus de nommer directement des personnes ou de les tirer au sort. Cette demande de l'État met le feu aux poudres en Vendée et déclenche la première guerre de Vendée qui se déroule entre 1793 et 1795. Il va y avoir de nombreux morts dus au conflit, mais également dus à des exécutions de masse que nous allons voir aujourd'hui. Parmi les campagnes militaires de la guerre de Vendée, il y a la virée de Galerne qui se déroule entre octobre et décembre 1793. D'octobre à début décembre, tout se passe bien pour l'armée vendéenne, nommée armée catholique et royale, mais le 13 décembre, elle subit une première grosse défaite à la bataille du Mans. 10 jours après, l'armée subit une défaite totale contre la République à Savenay. Alors il n'y a pas que des morts pendant ces combats, il y a également des prisonniers qui vont être redirigés vers les prisons de Nantes. Louis-Marie Turreau décide de continuer l'ordre de l'État qui était d'anéantir la Vendée. Pour ce faire, il dispose de 6 divisions qui va séparer en 2 colonnes chacune et vont administrer une politique de la terre brûlée. L'objectif de la politique de la terre brûlée, c'est d'avancer dans les villes et de tout brûler. Quand Turreau donne ses ordres, il mentionne que toute personne ayant pris les armes contre la République ou même suspecte d'avoir pris les armes contre la République seront tuées à coups de baïonnettes, femmes, enfants inclus.
Mais les personnes qui montreront un sentiment de patriotisme seront épargnées. En théorie, puisqu'en fait les ordres sont interprétés de manière assez libre par les généraux, notamment Cordelier, Grignon, Huchet et Amet, qui vont globalement tuer tout ce qui respire, y compris les bébés. Le plan est lancé le 21 janvier 1794 et s'arrête le 13 mai de la même année, lorsque Turreau est rappelé à Paris et suspendu. Les massacres prennent fin le 17 mai. Turreau va être jugé mais sera acquitté puisqu'il a simplement suivi les ordres de l'État et n'a pas joué un rôle de premier plan. On ne connaît pas exactement le nombre de victimes, il y a plusieurs historiens qui donnent des estimations et on serait entre 20 000 et 40 000 personnes tuées lors de ces massacres. Mais il faut ajouter les morts des combats évidemment et aussi les morts dans les années suivantes dues par exemple au MST transmises à cause des nombreux victimes qu'il y a eu pendant les colonnes infernales. Comme nous l'avons vu dans la partie précédente, lors de la bataille de Savenay, de nombreux prisonniers vont être amenés à Nantes. Et un problème de taille va se poser, c'est la saturation des prisons. C'est notamment le cas de l'entrepôt des cafés, qui, comme son nom l'indique, était un entrepôt de café, avant d'être une prison, est rempli avec 8 ou 9 000 prisonniers, alors que le bâtiment pourrait contenir environ 6 000 personnes, soit une population de 135 à 150% dans la prison. En tout, à Nantes, c'est entre 12 à 13 000 prisonniers. Qui dit surpopulation dit également famine, et qui dit famine plus entassement dit maladie. Plusieurs maladies vont se déclarer, mais c'est notamment le typhus exanthémique qui va faire le plus de victimes. Alors aujourd'hui, pour le typhus, c'est 30% des cas qui sont mortels, mais le nombre peut augmenter à 50% des cas quand il y a des circonstances spécifiques, notamment la malnutrition. Le typhus apparaît donc dans les prisons de Nantes, et pour éviter l'épidémie, il faut prendre des mesures drastiques. Gestes barrières, port du masque, quarantaine, confinement. Évidemment que non. Jean-Baptiste Carrier, qui a la ville entre les mains, décide d'une exécution massive pour éviter que la maladie se répande. Mais il y a un petit problème, c'est que la guillotine, c'est alors rapide sur le moment, mais c'est long le temps de préparation. Et si on exécute 12 000 personnes, ça va prendre beaucoup de temps. Donc il va décider d'autres moyens, notamment les fusillades et les noyades. Ouais, vous vous rappelez en introduction quand je vous ai dit que la guillotine c'était pour la dignité humaine? Ouais, bah la dignité, Carrier, c'est pas trop son problème. Tiens, on bat les couilles, frère. Des commissions militaires sont mises en place pour faire des condamnations à mort, pour faire des procès. Ça n'empêche pas que certains vont être exécutés sans procès, et c'est notamment le cas de la commission Bignon qui, entre décembre et janvier 1793-1794, va s'occuper de 1988 procès. Sur ces 1988 procès, le résultat est quasi unanime puisque c'est 1978 condamnations à mort, 3 déportés et 7 acquittements. Ceux qui sont fusillés, parce que certains vont quand même être guillotinés, sont amenés dans des carrières hors de la ville, celles de Misery ou de Gigant, avant d'être fusillés du coup. Ceux qui survivent vont être terminés à coups de crosse, et en tout c'est entre 3000 à 3600 personnes qui vont être fusillées lors de cet épisode. D'ailleurs, les corps ne sont même pas enterrés, et ça va être à la population nantaise, aux volontaires de se déplacer pour aller donner un semblant de sépulture à ces corps, ce qui va aussi profondément traumatiser la population. La deuxième solution, c'est d'effectuer des noyades, mais on ne peut pas noyer prisonnier par prisonnier car ce serait trop long. Carrier décide donc de réaliser des grandes noyades, attache les prisonniers ensemble, les fait monter sur un bateau, puis coule le bateau. Et bon courage pour nager quand vous avez les mains dans le dos et que vous êtes attaché à 20 autres gus. Carrier, lui, parle de baptême patriotique ou de déportation verticale. Les soldats utilisent un autre terme, le mariage républicain, surtout quand c'est un homme et une femme qui sont attachés ensemble. L'historien Roger Dupuis estime entre 7 à 11 noyades entre novembre 1793 et janvier 1794. Les exécutions se passaient de nuit pour éviter les soupçons de la population. Mais savez-vous ce que fait un corps dans l'eau? Oui, il flotte. Du coup, le lendemain, les Nantais remarquent quand même quelque chose quand vous avez 100 cadavres qui flottent. Et en plus de traumatiser la population, ça rend la Loire totalement polluée et non potable. Selon les estimations, les noyades de Nantes ont fait entre 3000 et 4800 victimes. Et en fait, tous les corps des exécutions ne sont pas pris en compte, ce qui augmente l'insalubrité évidemment, et ça augmente l'épidémie de typhus. On parle de 3000 personnes mortes dans les prisons, mais aussi de 7000 dans la ville. En voulant protéger la population de l'épidémie, Jean-Baptiste Carrier provoque une exécution de masse, parfois qualifiée de génocide, contre les personnes coupables d'être contre la République,
mais aussi contre les personnes étant seulement suspectes d'être contre la République. Lui qui avait participé à la chute de Robespierre et à la fin de la Terreur en juillet 1794 sera rattrapé par ses actes et il en perdra sa tête le 16 décembre 1794, place de Grève à Paris. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo un peu spéciale Halloween, puisque j'ai volontairement choisi le thème des massacres pour cette semaine, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, à mettre un like et à vous abonner, et aussi à partager la vidéo, c'est ça qui fait grandir la chaîne. Sinon, je vous dis à la prochaine pour un nouveau truc d'histoire, et surtout n'oubliez pas que comprendre notre passé, c'est éclairer notre avenir.